Pawn Stars. Man Punch est un magasin en ligne spécialisé en produits à l'effigie de la culture geek. T-shirts, mugs, casquettes et porte-clés sur des licences comme Marvel, Star Wars et bien d'autres. Les produits sont entièrement fabriqués en France et pas chers. J'ai même eu droit à un bon plan qui m'a permis d'avoir 3 t-shirts pas chers. Alors le premier t-shirt qu'on a là c'est... Ouh, ça ressemble à du Star Wars, je crois voir un Stormtroopers. Ouh là j'en ai pris deux en même temps là. Alors voilà, alors le t-shirt Star Wars c'est avec des cases de bande dessinée, voilà les vieilles bandes dessinées qui sont techniquement les premières œuvres de l'UE, voilà ça serait marrant à porter ça. Peut-être pour le personnage du fanboy ce serait pas mal ça, ouais. Voyons voir. Vous pouviez pas trouver une phrase plus badass pour Léa que je préfère embrasser un Wookie, franchement. Même le Stormtrooper se demande what the fuck. Inutile de résister, embrasse le Wookie. Voilà, la taille est bonne, la texture est... On sent un petit peu la petite texture de la peinture, mais ça va, ça devrait aller. J'espère que... Faut bien vérifier le lavage parce que ce genre de truc ça disparaît malheureusement. Alors là, ensuite on a Iron Man, voilà. Alors généralement je suis pas très t-shirt de Marvel parce que contrairement à DC, Marvel n'a pas vraiment de truc iconique qui rend un t-shirt classe. Celui-là ça a l'air d'être un petit peu l'exception parce que bon, faut dire c'est quoi, c'est une parodie des posters de la campagne d'Obama là. Après voilà, c'est classe, voilà, c'est... Là aussi la peinture elle a l'air un petit peu, voilà, on sent un petit peu que ça a été fait, c'est le genre de truc que j'ai peur que ça parte au lavage, ouais, c'est dommage parce que c'est très joli. À l'effigie du meilleur film, évidemment. Et le dernier c'est encore du Marvel, décidément, c'est très joli celui-là aussi, même si, voilà, encore une fois le côté iconique il y est pas, mais voilà, c'est des sympathiques dessins et tout. Par contre, ouais, vous vous souvenez quand Iron Man il avait pas de visière dans les yeux, ça devait être super pas pratique par contre. Et voilà, de chouettes t-shirts que vous pouvez vous procurer sur Man Punch, surtout qu'actuellement ils sont en train de faire un déstockage là. Donc les produits sont pas chers et vont vite partir, donc profitez-en vite tant qu'il y en a encore. Bon, le côté sponsor c'est fait, je vous laisse la vidéo. 11 novembre 2017, une transmission obsolète appelée télévision, un présentateur antipathique et sa horde encore plus antipathique invite... Mais c'est l'épisode que t'as fait sur Squeezie et Ardisson? Ouais. C'est un vieux dossier, tu déménages ta chaîne ou quelque chose? Non, je refais juste la vidéo. Mais pourquoi tu refais cette vidéo? C'est ma vidéo la plus populaire, donc je la refais comme telle pour profiter de sa popularité. D'accord, mais t'y apportes quelque chose de plus, y a des nouveaux éléments, t'as développé d'une autre manière? Non, c'est tout pareil, avec plus de budget. Mais c'est une vidéo YouTube, on s'en cogne un peu, non? Je veux dire, t'as rien rajouté de plus. Oh si, attends, j'ai rajouté un petit passage où je détaille ma blague sur Laurent Baffy, attends, tu vas voir. Sinon, demain, la piscine, c'est toujours ok? Alors, en fait, ce que je viens de faire, c'est une référence à une blague que Laurent Baffy n'arrêtait pas de ressortir à l'époque où il était à nulle part ailleurs, à savoir « Oh, demain je peux pas, j'ai piscine !» C'est pour ça que je me permets de me moquer du fait qu'il est un petit peu fainéant, parce qu'il ressortait vraiment cette blague à chaque fois, même si beaucoup de chipoteurs m'ont expliqué qu'apparemment, non, il bosse beaucoup ces temps-ci, mais bon... Mais c'est... c'est nul. T'expliques inutilement une blague qui se suffisait à elle-même. Certes, mais je fais taire ceux qui avaient mal pris ma blague sur le fait que Laurent Baffy serait fainéant. Oui, mais non, écoute, c'est quand même malhonnête ce que tu fais sur le coup. Je veux dire, tu peux pas prendre juste une ancienne réalisation qui a eu du succès et le refaire tel quel, à l'exception de rajouter des détails aux F pour contenter des chipoteurs qui... Ok. Ah d'accord, c'est une vidéo sur les remakes Disney, c'est ça? Quoi? Ah ouais. Ah ouais, en effet. Ah, c'était pas du tout prévisible, hein. Ok, génial, trop lol. Va te faire foutre, je me casse. Vous savez, c'est dur d'être fan de Disney. Vraiment très dur. Ils ont beau faire les films de mon enfance et continuent encore à faire d'excellents longs métrages et produisent des chouettes voire d'excellentes séries, mais... Je ne suis pas un anti-Disney du tout. Je veux dire, vous avez vu mon bureau? Mais... Putain, les remakes qu'ils font. Super, on va refaire le Roi Lion limite plan par plan. On fait même revenir James Earl Jones pour qu'il dise exactement les mêmes dialogues, sauf que cette fois, on en fait un live action. Un film entièrement centré sur des animaux qui parlent et sans le moindre personnage humain. En live action, ce qui est un faux label car c'est juste de l'animation 3D synthèse mais en photoréaliste. C'était pas genre le concept le plus absurde du monde ou quoi? Mais t'as aussi le Dumbo de Tim Burton, entièrement centré sur les humains. J'ai hâte de voir leur scénario secondaire qui n'aura aucun rapport avec Dumbo juste pour justifier leur présence. Aladdin par Guy Ritchie qui peut être amusant parce que Guy Ritchie mais...
Oh super, là aussi ça va être la même merde. Kill me. Et pourquoi la tête de Will Smith est projetée sur un chewing-gum à la menthe? Mulan, qui lui aussi semble intéressant vu qu'ils seront obligés de faire des vrais changements, car ils vont devoir enlever l'aspect comédie musicale et la quasi-totalité des personnages du film original, parce que Disney devait supposément partager les droits d'exploitation des personnages et chansons auprès d'un ancien producteur de la compagnie qui a depuis créé l'un de leurs anciens concurrents sérieux, et on a déjà annoncé un remake de Lilo et Stitch, ouais, et du Bossu de Notre-Dame qui devrait être cool, rien que pour l'idée de faire Notre-Dame de Paris en gros blockbusters modernes, mais on fait revenir Alan Menken et Stephen Schwartz là aussi, les compositeurs du film original. Purée, c'est pour quand Bambi avec The Rock? À ce stade, je préférerais ça aux autres remakes. Là au moins, c'était pas juste du copier-coller. Je ne veux pas détester Disney. Sérieusement, je ne le veux pas. Mais seulement leur tendance à faire des remakes avec des apports sans aucune pertinence devient de plus en plus problématique. Mais avant d'expliquer le problème des remakes Disney, nous devons parler des remakes en général. La fine limite entre l'art et l'argent. Les remakes ne sont pas mauvais par nature. Il faut le préciser car c'est un raccourci un peu trop facile et je tiens à le préciser pour bien faire comprendre que les remakes de Disney ne sont pas nuls juste parce que c'est des remakes ou parce que oh là là Hollywood a vraiment plus d'idées. Mec, ça fait des millénaires que l'humanité n'a plus d'originalité. C'est depuis l'Antiquité qu'on raconte encore et encore les mêmes histoires juste avec 2-3 changements. Je vais même dire l'originalité n'a jamais existé, mais ça, c'est un sujet pour une prochaine fois. Les remakes ont la réputation d'être un moyen de profiter d'un vieux succès ou d'un succès étranger en convainquant les spectateurs qui, supposément, n'aiment pas tout ce qui est vieux ou sous-titré, de venir voir leur copie carbone. Putain, y a trop d'asiatiques dans ce plat asiatique. Je peux avoir du ketchup? Merci. Et c'est difficile de blâmer ceux qui font ce raccourci, car oui, une majorité de ces films sont évidents dans leur démarche cynique, et même ratés, mais c'est devenu un cliché de le faire remarquer. Allez voir mon top 10 des pires remakes de films français. Je suis pas du tout le 100e mec à le faire sur internet. Il y aura peut-être le remake du Père Noël est une ordure que personne n'a vu. C'est marrant ça, les mecs qui se plaignent du concept même de remake, mais qui se gênent pas pour faire un remake d'un autre top 10. Mais en réalité, un remake peut être bon, pertinent, voire, soyons fous, meilleur que l'original. Les 10 commandements, par exemple, ce n'était pas qu'une tentative de gratter de l'argent sur un vieux classique, c'était un réel talentueux qui voulait perfectionner sa vision de l'histoire de l'Exode en profitant des moyens actuels qu'il n'avait pas à l'époque, comme le son, la couleur, etc. La Guerre des Mondes de Spielberg et The Thing de John Carpenter, deux remakes de classiques de science-fiction qui apportent une peau neuve, une imagerie unique et une thématique sur la paranoïa. Et oui, ce sont des remakes et pas juste des réadaptations de leurs bouquins. La Guerre des Mondes reprend autant du film de 1953 que du bouquin et fait faire un caméo aux acteurs principaux de ce film. Et The Thing a recréé la séquence logo du film de 1951, donc clairement ils sont plus intéressés par les films qu'autre chose. La Mouche, de nos jours on retient plus le film de Cronenberg que le film qui l'a inspiré, Scarface, La Petite Boutique des Horreurs, Ocean Eleven, True Grit, L'Invasion des Profanateurs, et vous aimez bien Star is Born? Parce que c'est le remake d'un remake d'un remake en fait. D'ailleurs, oui, j'ai vu le film et il est correct. Surestimé largement, mais correct. Ça reste mieux que Venom. Et Green Book. J'irais même jusqu'à dire que le King Kong de Peter Jackson fait honneur à l'original sans l'éclipser pour autant. Même des remakes internationaux qui vraiment est un concept de remake que je hais, car c'est juste dépenser de la thune pour rien alors que tu peux tout simplement distribuer et redoubler le film, et ben même là tu peux avoir d'excellents résultats, comme Les Infiltrés de Scorsese, True Lies de James Cameron, qui est 1000 fois mieux que la comédie correcte avec Thierry Lhermitte qui l'a inspiré, et même l'intéressant Vanilla Sky avec Tom Cruise qui, sans dépasser le film original Ouvre les yeux, propose une exploitation d'un même concept pas si con que ça. Parce que c'est ça le plus important dans un remake, apporter quelque chose de nouveau, permettre à un artiste d'apporter sa vision d'une œuvre, de l'adapter à son prisme. Même quand un remake a été fait pour des raisons mercantiles, bah ça peut donner un truc très intéressant. Genre le remake de Karate Kid, je sais qu'il a l'air de puer un peu ce remake d'un vieux classique nostalgique qui tient toujours bien les années. En plus c'est avec le réalisateur de La Panthère Rose 2 et de Mortal Instrument, un acteur principal là parce que son père est célèbre, et aussi ça se passe en Chine, donc ce n'est pas du karaté. Le karaté c'est japonais. Ce qu'il apprend là c'est du kung-fu. Le film n'utilise jamais le mot karaté même. Appelle ton truc Kung Fu Kid, merde. Eh ben, croyez-le ou non, mais ce remake là est fort sympathique. Personnellement, je le préfère même à Karate Kid avec sa belle musique, ses combats plus impressionnants, ses acteurs qui se donnent à fond, oui, même Jaden Smith, et même la culture du Kung Fu et de la Chine qui est rendue très intéressante. Bref, ce que je veux dire, c'est que un remake n'est pas mauvais juste parce que c'est un remake. C'est la démarche, la pertinence et la façon de faire qui déterminent si un remake est bon ou pas. Donc, comment Disney fait ses remakes ? Commençons depuis le début. Les premiers remakes Disney.
Pour beaucoup, les remakes de classiques Disney ont commencé avec Alice au Pays des Merveilles. Et bien que, oui, c'est le film qui a lancé la tendance actuelle, c'est pas la première fois que Disney a adapté en live action un de ses classiques d'animation. Non, le premier remake Disney est... Hook. Alors, laissez-moi vous expliquer. Hook, ou la revanche du capitaine Crochet de Steven Spielberg, devait être à la base une suite directe du Peter Pan de Disney, d'où certains designs pratiquement repris du film d'animation, notamment l'apparence du capitaine Crochet, même si Dustin Hoffman arrive à s'approprier totalement le personnage pour le rendre unique. Mais officiellement, Hook n'est pas lié au film Disney, parce que sa production fut assez chaotique au début. Le film a même failli être une comédie musicale avec Michael Jackson en Peter Pan, pour dire. Et comme le projet a déménagé et s'est concrétisé sous TriStar et Paramount, ben... pas dans le canon de Disney. À moins que Disney rachète Paramount. Mais le succès de ce projet auquel Disney n'a pas vraiment cru a fini par les inspirer. Et donc, Michael Eisner, patron de Disney à l'époque, était genre « Oh merde, encore une bonne idée que j'ai pas eue. Vite, j'ai proposé plein de trucs qui vont pas marcher !» Alors ils ont lancé quelques longs métrages pour profiter de vieux succès. Ce qui a autant marché que les adaptations de parcs d'attractions de Disneyland de nos jours. À savoir que des plantages, sauf une réussite qui a eu droit à une suite pas du tout appréciée. Ces films étant Le Livre de la Jungle de Stephen Sommers, qui était pratiquement Tarzan mais en Inde, mais surtout plus proche du film de 1942 que du dessin animé que l'on connaît tous. Parce que c'est Stephen Sommers, il préfère les vieux films d'aventure et d'horreur aux dessins animés Disney. Les 101 Dalmatiens, qui offre une sympathique comédie familiale avec Glenn Close, qui cabotine pour notre plus grand plaisir, et sa suite qui... ben... c'est une suite Disney, quoi. Pour les plus jeunes, les suites Disney, c'était l'ancien système d'exploitation de vieux classiques de Disney avant les remakes actuels. Juste que c'était souvent direct en vidéo. Et c'était sacrément pourri. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces remakes ont apporté quelque chose. Et 101 Dalmatiens est un parfait exemple, car bien que ce soit le film le plus proche de son original, il a su avoir les bonnes idées pour bien adapter cette histoire en live, et le fait même plutôt bien. Ils illustrent très bien la personnalité des animaux malgré le fait que, ben, ce sont de vrais animaux, donc ils parlent pas. Ils pouvaient facilement en faire un film à la Incroyable Voyage, ou une de ces bouses sur des chiens avec une bouche en image de synthèse moche qui bizarrement continue à exister, mais non, ils ont assumé, ils parlent pas. Et ça rend le film que plus amusant, car du coup, tu t'amuses à interpréter ce qu'ils essayent de se dire. Aussi, tu t'amuses à voir comment Hollywood voyait le développement de jeux vidéo dans les années 90. Mais malgré le fait que ces remakes se sont révélés pas trop prolifiques, Disney a décidé d'en refaire sous un autre président. Pourquoi? Parce qu'il voulait vraiment reprendre Tim Burton dans la boîte. Ah ouais, alors comme ça, tu n'aimes pas dessiner des animaux tout mignons? Eh bien, casse-toi! De toute façon, personne ne le regrettera. Poto, tu voulais pas faire un film sur Alice au Pays des Merveilles? Allez, reviens à la maison, je t'arrange ça, s'il te plaît, reviens. D'ailleurs, en contextualisant avec tous les remakes qu'on a eu après, on en vient à regretter le Alice de Burton, non? Certes, il était mal joué, sans énergie, et était finalement qu'un sous-monde de Narnia, compris avec le cliché de la prophétie, car c'est dur d'expliquer pourquoi une héroïne doit être une héroïne, en plus d'avoir un thème anticonformiste tellement mal branlé qu'il en devient conformiste. Mais au moins, le film ne se contente pas de recopier le film d'animation. Il avait sa propre imagerie, c'était juste pas le plus inspiré de Burton, mais tout de même, il proposait quelques idées intéressantes, profiter du fait qu'Alice était une jeune adulte pour faire une histoire à la Hook, où l'œil adulte se pose sur un monde de l'enfance, et il ne reprenait pas les chansons. Bon, vu avec quoi il a remplacé, on regrette un peu, mais bon, ça n'en fait pas un bon film, je vais même dire, la suite Alice de l'autre côté du miroir était 1000 fois mieux, mais au moins, on n'avait pas juste refait la même merde. Bref, comme le film a gagné trop d'argent, bien sûr, des tas de producteurs ont voulu suivre cette tendance de réadapter des contes classiques sauce Heroic Fantasy en live en 3D, au point que même Disney s'y est mis, et donc ils ont fait... Une grosse daube affreusement mal écrite que même Paul Dini, le scénariste de la série d'animation Batman, Superman et tout Justice League, ainsi que les jeux Arkham, n'a pas pu sauver, qui confirme qu'Hollywood ne sait pas faire un film centré sur un méchant sans en faire un super-héros à la fin, fais gaffe à toi Joker, et qu'Angelina Jolie n'arrive plus à cacher la mauvaise actrice qu'elle est, sans Clint Eastwood ou sa paire de niche... Oh. Oh. Oh merde. Je déteste cette actrice, mais tu vois, même moi je lui souhaite pas ça, hein. Parce que voilà, c'est un truc que je souhaite pas à mon pire ennemi, alors Angelina Jolie, voilà quoi, un peu de respect. Mais bon, tout ça pour dire, elle joue mal dans ce film. He did this to me so he would be king. Ouais, non, tu peux rajouter tous les effets spéciaux que tu veux, ça se voit qu'elle est mauvaise actrice. Malgré sa piètre qualité, Maléfique a très bien marché, au point d'avoir droit à une suite qui sort cette année. Par le mec qui a tué Pirates des Caraïbes en plus, comme quoi, zéro chance de faire un bon truc. Et ce succès était principalement dû à la nostalgie autour d'un classique de Disney et d'un personnage très populaire. Remplace Angelina Jolie par Tom Hardy et t'as Venom. Oh!
Donc du coup, Disney a trouvé le filon et ne l'a pas lâché depuis. Alors est arrivé le correct Cendrillon de Kenneth Branagh, ainsi que le pas terrible livre de la jungle par le mec qui a fait pisser Iron Man dans son armure, et réussi à rendre chiant un film qui s'appelle Cowboy vs Envahisseur, sérieux comment tu fais? On a aussi eu le chouette téléfilm mignon Peter Elliot le dragon, une grosse daube de moche et bête, et Hook avec Winnie l'ourson. Essaye pas de m'en empêcher cette fois-ci, Porcinet! N'essaye pas de m'en empêcher cette fois-ci, Porcinet! Surtout, n'essaye pas de m'en empêcher cette fois-ci, Porcinet! Essaye de m'en empêcher! Viens vite, Porcinet, essaye de m'en empêcher! Tu ne vois pas que j'essaye de me suicider! Donc, maintenant que nous avons déterminé la cause, disséquons les victimes. Les profiteurs de nostalgie. Ça sert à rien de le cacher, Disney fait du profit sur la nostalgie de toute une génération. C'est ce qui a motivé le rachat de Marvel, c'est ce qui motive la mode à la Marvel de faire des films playlists comme les Gardiens des Galaxies ou de faire passer Captain Marvel dans les années 90, c'est ce qui a motivé le rachat de Star Wars, c'est ce qui a motivé les suites direct en vidéo qu'on se tapait il y a 10 ans, c'est ce qui sert de moteur financier à Disneyland, et c'est pour ça que Disney fait ses remakes sur des classiques et qu'ils n'en feront jamais sur des films qui auraient nécessité un nouveau traitement, genre Taram et le Chaudron Magique qui lui aurait pu donner un chouette remake. Allez voir la vidéo de Monsieur Mea pour comprendre à quel point ce film est un ratage d'opportunité. Mais bon, c'est pas forcément tout noir, hein. Il y a de bons dans ces autres éléments. Même dans les célèbrement nuls suites direct en vidéo, il y avait quelques bons trucs, hein. Il suffit qu'ils prennent un bon réal qui sait manier intelligemment cette thématique, voire qui démontre discrètement le piège de la nostalgie, comme l'ont fait Brad Bird et Ryan Johnson. Mais quand un projet est laissé à de gros yes men sans ambition concrète du genre Jon Favreau ou Bill Condon, forcément ce sera le festival de nostalgie sans réelle pertinence artistique. Le livre de la jungle, malgré des tentatives timides, repose sur la reprise de beaucoup d'éléments du film original qu'ils ne comprennent même pas et n'utilisent pas bien. Il a tenté une histoire autour du feu et changé le devenir de Mowgli, mais c'était des changements très cons, parce que rejoindre le village des hommes était une étape de son évolution qui marquait la fin de son enfance pour devenir un homme, représenté par son envie de baiser la première jolie nana qu'il croise et qui jante sur le fait que la meuf doit rester à la maison. Oui, c'est ce que dit la chanson, lisez les paroles sur la musique, vous verrez, mais tu pouvais mieux amener ça. Là, le village des hommes est résumé à l'endroit où se trouve le MacGuffin de pleine puissance. Et Mowgli reste dans la jungle et n'a rien appris à part fais gaffe quand t'allumes ta cigarette. Parce que Disney, à travers ce film, vous dit grandis pas s'il te plaît, sinon on pourra plus profiter de ta nostalgie. C'est comme si Toy Story 3 se finissait avec Andy qui disait finalement je garde mes jouets, je jouerai avec eux pour toujours, oui. Bon alors je ne dis pas que c'est nul juste parce qu'ils ont pris des libertés par rapport au dessin animé, parce que même le dessin animé prend des libertés par rapport aux contes et livres qu'ils ont adaptés. Le livre de la jungle respecte à peine la forme du bouquin, et le remake essaye même de reprendre pas mal d'éléments du bouquin. Le problème, c'est que les changements du film Disney se faisaient dans une logique, là où le remake accomplit l'exploit de faire en sorte que ce qu'il garde du film original ne marche pas avec les changements qu'il a apportés, et ce qu'il change détruit le sens de ce qu'il garde. C'est limite calculé pour pas marcher. Je veux dire, K par exemple. Dans le bouquin, K est un gentil, même un mentor de Mowgli, et il est détenteur d'un savoir millénaire qui servira à l'évolution de Mowgli pour devenir le roi de la jungle. Disney en a fait un méchant dans le dessin animé, mais c'était logique avec les dangers de la jungle, montrer que Mowgli ne peut en effet pas vivre dans cet environnement. Mais dans le remake, ils ont repris le fait qu'il, enfin, elle maintenant, a un savoir millénaire, et elle donne ses infos à Mowgli. Mais juste après, elle cherche à le bouffer. Mais pourquoi tu lui donnes toutes ces informations si c'est pour le tuer? Je veux dire, soit tu fais K méchant, soit tu fais de K une alliée. Tu peux pas faire les deux en même temps. Ou encore le roi Louis. Ils se sont cassés le cul à le rendre intimidant, impressionnant, avec ambiance sombre et texture réaliste et tout. Et là, il se met à chanter. Alors, je suis pour toute occasion de faire chanter Christopher Walken, surtout avec Mark Carbell, mais quoi? C'est comme si dans The Dark Knight, le Joker attaquait soudainement avec le déshydrateur de la série des années 60. Ce n'est même pas une bonne séquence musicale. Mowgli reste fixe à pas savoir quoi dire parce que... Bah, qu'est-ce que tu peux dire quand tu vois ça? Mais la caméra ne fait pas de séquence rythmée ou quoi. Et le roi Louis reste assis. Une séquence musicale assise. T'es sérieux? Et ils ont tenté de donner une motivation compréhensible à Shere Khan, en faire un raciste qui craint les ravages de l'homme. Mais du coup, il en devient chiant. Le Shere Khan du dessin animé était classe et cool, et sa motivation était juste le plaisir de la chasse. Comme quoi, développer une motivation compréhensible, ça ne rend pas ton méchant meilleur. Et tout ça pourquoi? Pour rendre ton film sombre et mature? Et là, Netflix et un mec qui a passé une grande partie de sa carrière à jouer des singes disent « All my beer ». Quand je pense à tout ce chaos que tu as semé parmi les tiens, et le pire reste à venir. Cette
Cet extrait vient d'un autre film adapté du livre de la jungle sorti après le remake pourri de Jon Favreau, Mowgli d'Andy Serkis, que vous pouvez voir sur Netflix et qui est vraiment pas mal du tout, franchement je vous le conseille celui-là. Là, le fait que Mowgli reste dans la jungle est mieux amené, car il reste pour tenir ses obligations en tant que chef de la jungle. Et la séquence au village des hommes est un peu comme le passage chez Timon et Pumba dans le Roi Lion. Bref, Mowgli évolue. Là où dans le remake Disney, il maintient son status quo et n'évolue pas. Kaa, quant à elle, reste une alliée tout le long, même si elle a un côté machiavélique et intimidant, mais elle reste cohérente dans ce qu'elle veut et dans le fait qu'elle est du côté de Mowgli. Il n'y a pas de séquence musicale, pas même de Roi Louis en fait, qui était un personnage créé par Disney, et Shere Khan reste le psychopathe qui aime la chasse qu'il était dans le dessin animé, et il en était charismatique et fun. Quant au remake de La Belle et la Bête, lui, il a perfectionné la formule, je garde ce qu'il fallait changer, et je change ce qui donnait du sens à ce que j'ai gardé. Pour plus de détails, je vous conseille la vidéo de Lindsay Ellis sur cette daube, sous-titre français disponible. Mais ouais, ce film est un ratage total. Outre la critique que j'ai expliquée sur la discrimination positive du personnage de Le Fou, ou les autres critiques répandues, comme le chant d'Emma Watson, on va se concentrer sur la façon de remaker le film. La Belle et la Bête de 1991 prend beaucoup de liberté sur le conte original, mais reste un classique parce que chaque liberté prise avait une logique et chaque scène avait son rôle. C'est comme un majestueux palais de cartes. Et on sait ce qui se passe si t'enlèves une carte et que tu rajoutes une carte Pokémon au pif. Si tu veux faire un remake, soit tu en fais une adaptation totalement différente, genre sans les serviteurs, sans les chansons, voire pourquoi pas sans Gaston, faisant un huis clos romantique par exemple. Ou sinon, tu réfléchis intelligemment à ce que tu modifies, car être trop fidèle rendrait le film inutile, et prendre une décision mal pensée risque de faire écrouler tout le film. Ou tu caresses dans le sens du poil les petits cons qui détestent Disney et qui se croient drôles et matures de faire des blagues sur le fait que Belle et la Bête c'est syndrome de Stockholm. C'est vrai que c'est pas l'idée la plus débile du monde de faire un film Disney pour faire plaisir à ceux qui détestent Disney, hein. Donc du coup, on garde ce qui plaisait dans le film original, mais qu'en surface. Des personnages d'ustensiles rigolos, mais qui n'ont ni la chimie ni le charme des personnages originaux. Des chansons d'Alan Menken, mais mises en scène par des gens qui ne savent pas faire des comédies musicales, vu que c'est filmé sans ambition et les chorégraphies sont pratiquement absentes. On reprend même les musiques instrumentales pour les mêmes scènes. Je veux dire, limite, ils ont repris l'OST du dessin animé, ils l'ont juste collé au montage. Sauf que, les musiques du dessin animé, ils ont été faits pour le dessin animé. Donc forcément, quand tu le mets dans un autre montage, ça colle beaucoup moins bien. Et, c'est débile! Si c'est juste pour revoir l'original, autant revoir l'original qui est 1000 fois mieux! Je veux dire, à ce compte-là, contentez-vous de ressortir les films en salle en 3D, comme vous l'avez fait avec La Belle et la Bête et Le Roi Lion, surtout que ça avait bien marché à l'époque. Mais non, ils peuvent pas. Parce que le problème, c'est pas seulement qu'ils ont recopié de façon artificielle l'original, non, l'autre problème, c'est qu'ils essayent de corriger l'original. Sauf que corriger un bon scénario, ça le rend forcément mauvais. Quand c'est pas cassé, réparez-le quand même, quitte à le casser. C'est là l'un des gros problèmes, si ce n'est le plus gros problème des remakes Disney. Ils forcent des contes, des histoires basées sur une réalité plus proche de la poésie que du réalisme, qui tire son charme de son ambiguïté proche du rêve et qui capte l'esprit de l'enfance, à être logique et réaliste. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité totale du truc. C'est typiquement le genre d'histoire où faut être plus con que sans cervelle pour chipoter sur pourquoi les ustensiles de cuisine sont vivants. La bête avait vraiment tant de serviteurs et il devrait pas mourir à la fin. Le sort il change que son apparence, pas ses blessures, non? Et où est la mère de Belle? Pourquoi Disney déteste les mamans? Pourquoi le prince se fait ensorceler alors qu'il a que 11 ans selon nos calculs? Il est trop jeune pour être responsable. Les sujets se font ensorceler alors qu'ils ont rien fait, ce n'est pas juste. Et pourquoi Belle tombe amoureuse de son ravisseur? C'est du syndrome de Stockholm, lol. Et c'est quoi ce prince de ce château que le village d'à côté ne connaît pas? Abonne-toi si toi aussi tu trouves ça con, wesh. Il y a un sketch des Monty Python dans Sacré Graal qui montre que les villageois et les paysans entourant un royaume ne savent pas forcément qu'ils ont un roi ou un prince, voire carrément qu'ils vivent sous une monarchie. Je veux dire, vous par exemple, vous savez qui est le maire de votre ville peut-être? Vous connaissez les députés, tout ça, hein? Belle qui arrive à voir de la bonté en une créature immonde est toute la base du conte. Qu'en apparence, une personne peut sembler laide, mais qu'au fond d'elle, il peut y avoir de la bonté, de la douceur, de la gentillesse et même plus. Ce n'est pas du syndrome de Stockholm, c'est du développement de personnage. La bête apprend à devenir une meilleure personne, et la nature curieuse de Belle lui permet de voir son bon côté. Les sujets de la bête sont ensorcelés parce que la bête doit apprendre les responsabilités. Un prince est responsable de ses sujets. Bon d'accord, ce n'est peut-être pas très juste pour eux, mais si la sorcière a bien pensé son sort, ils vont s'en sortir. Le temps dans ce film est flou, donc ça sert à rien d'essayer de déterminer l'âge de la bête. Et même s'il avait 11 ans, justement, il a 11 ans, et c'est un monarque.
Et ce qu'il a fait à la vieille dame, bah, ça mérite largement punition. Non, et puis c'est une sorcière, quoi. Les punitions exagérées, c'est leur domaine, surtout dans un conte qui essaye de t'apprendre une morale. La mère de Belle est narrativement superflue, tout comme beaucoup de parents de personnages Disney, et tout comme les frères et sœurs que Belle avait dans le conte original. Frères et sœurs qui servaient principalement à contraster la bonté de Belle, ce qui est redondant quand on voit que le village sert très bien cette fonction. Limiter la famille de Belle à Maurice, c'est pertinent parce que du coup, Belle a encore plus d'enjeux, c'est sa seule famille qui est soit capturée par la bête, soit menacée par Gaston, ce qui lui donne une motivation compréhensible. C'est un sort magique qui change son apparence, donc je pense qu'elle peut permettre de guérir une hémorragie dans la foulée. Surtout que tout l'intérêt de cette scène, c'est la mort symbolique de la bête qui renaît en un meilleur prince. Et on s'en colle si tous les ustensiles de cuisine sont des sujets de la bête. C'est une séquence musicale dans un château magique, dans un dessin animé. C'est censé être délirant et féerique, merde. Bref, voilà la différence entre un con qui se croit malin et un mec qui réfléchit réellement à ce qu'il regarde. Malheureusement, Disney a trop écouté ces cons. Parce que ces cons sont très nombreux et adorent aller sur les forums et les réseaux sociaux dire « Oh, regardez, j'ai trouvé un truc qui a pas de sens dans un conte pour enfants. Regardez comme je suis trop intelligent et mature !» Et bien sûr, Disney ne pouvait pas juste défendre leur classique et inspirer leurs spectateurs à juste utiliser leur cerveau, leur imagination ou leur cœur. Non, non, non. Il faut qu'on justifie absolument tout. Parce que les spectateurs leur ont prouvé qu'ils étaient cons, sans imagination, et qu'ils ne peuvent réfléchir par eux-mêmes sans qu'on leur explique absolument tout. En tout cas, c'est ce que pensent les producteurs. Donc on explique absolument tout. Ce qui fait qu'une grande partie du film n'est que de l'exposition, limite anti-cinématographique, où les personnages passent leur temps à expliquer des trucs au lieu que ce soit montré, ce qui rend le film très bavard pour rien, et donc chiant. Mais si c'était qu'expliquer un truc inutile à expliquer, encore. Rogue One a fait pareil avec le point faible de l'Étoile Noire, mais en soi on s'en fout, ça reste cohérent avec ou sans la précision. Mais ce con de film apporte des explications qui rendent le film que plus con. Je veux dire, merde! Les sujets de la bête expliquent directement à Belle, si tu tombes pas amoureux de la bête, nous garderons cette apparence pour toujours. Non! Encore mieux, ils ont changé ça aussi! Maintenant c'est, si tu tombes pas amoureux de la bête, on meurt! Ah ouais! Ah ouais, vous avez carrément corrigé l'histoire là maintenant, hein? Ah oui, vous forcez pas du tout cette pauvre nana en faisant du chantage affectif. C'est plus du tout de syndrome de Stockholm là, hein? Film sauvé, hein? On explique même pourquoi tout le village suit aveuglément Gaston, mais genre, même un bébé saurait te dire pourquoi. Parce que c'est un mec musclé et populaire, donc bien sûr il va être suivi par tout le village. C'est le principe du personnage qui est acclamé pour sa posture de mâle dominant. Mais non! Il faut expliquer qu'on les paye pour faire de la lèche à Gaston, pour qu'ils aient aussi droit à leur fin heureuse de fanfic, sans la mériter, car ce sont des connards tout le long du film et qui n'ont appris aucune leçon de tout le film. Enfin, pas tout le monde a sa happy ending, vu que Big Ben est triste parce que sa femme est moche. Redevenir une pendule. Redevenir une pendule. Kill me. Vous voulez une autre explication inutile de mauvais goût? Il vous a tous condamnés. Pourquoi vous n'aviez rien fait? Oh, c'est tout à fait le mot, ma chère. Son père, un homme cruel, a tout fait pour que son âme innocente devienne aussi féroce que lui. Et nous n'avons rien fait. Oh putain de merde. À force de vouloir rendre le film moins moralement douteux, vous l'avez rendu encore plus moralement douteux. Sérieusement, ce passage c'est l'équivalent d'une femme battue qui dit oui, c'est vrai, il m'a frappé, mais en même temps, j'avais qu'à lui apprendre à être gentil, hein. Mon dieu, que ce remake est sale. Et puis, du con, c'est un monarque. Un monarque, ça fait ce qu'il veut. Si tu t'y opposes, il te fait exécuter. Vous voulez savoir à quel point Disney se concentre trop sur les blagues d'internet sur le dessin animé original? Eh bien... vous vous souvenez de ceux qui se posent la question « Est-ce qu'un serviteur a été changé en toilette ?» Ouais, ça a failli être dans le film. Voilà une scène supprimée. Kill me. Et la mère, putain, la mère! On explique que la mère de Belle est morte de la peste. Tout le monde s'en branle, moi le premier, précisément. Même sans le rapport au film original, on s'en cogne, car ça n'apporte rien à l'histoire principale. T'as même pas un arc sur la relation de Belle avec son père, car leur relation est statique durant tout le film. Et la révélation n'apporte rien à son évolution. Mais surtout, découvrir que la mère de Belle est morte de la peste nécessitait de passer à son ancienne maison à Paris. Mais comment faire, sachant que le film se passe en quelques jours et principalement dans un château? Eh bien, on te sort la pire idée du film, un livre qui a le pouvoir de se téléporter. Ah ouais! Vous avez corrigé toutes les incohérences en foutant encore plus d'incohérences, bande de cons! Donc le passage où Belle pouvait aller sauver son père sans que la bête se condamne lui-même et ses sujets n'a plus de sens. Teubé! Encore pire, même les bons changements tuent le film. Maurice, joué par Kevin Kline,
est un excellent changement. Un changement nécessaire pour le passage en live, en plus d'apporter une bonne prestation. C'est de loin le meilleur acteur du film. Mais en faire un horloger humble et intelligent au lieu d'un inventeur excentrique rend la méfiance du village incohérente. Ça rend Maurice qui dit que sa fille a été enlevée par une bête incohérent. Il devrait avoir la présence d'esprit de se dire que personne ne le croira, et donc il dira juste « Belle a été enlevée », sans parler de la bête. Que le Maurice du dessin animé Panique écrit « la bête », c'est cohérent avec le fait qu'il avait quand même un petit grain et un côté gamin, faut le dire. Mais là, il est la pondération incarnée. C'est pas juste les idées qui sont mauvaises, c'est aussi leur adaptation à tout le reste du film. Alors... Vous allez pas me croire, mais... je suis loin d'avoir fini sur ce qui fait que ces remakes sont pourris. Du dessin au live, plus dur qu'on ne croit. Adapter en live un dessin animé amène à un certain problème évident avec lequel il faut savoir jongler. Les designs des personnages. Le dessin animé a des designs, de dessin animé, qui ne sont pas pensés pour être réalistes ou quoi, mais pour être reconnaissables, stylisés et expressifs, quitte à avoir des trucs disproportionnés comme une grosse tête, des gros yeux, un corps carré, une peau jaune, etc. Et si beaucoup d'adaptations de dessins animés se loupent tant, c'est parce qu'ils ne pensent pas assez à comment faire coller ces designs en live. Soit ils font un cosplay moche, soit ils font du réalisme qui perd ce qui marchait dans les designs originaux. Et les remakes Disney ont un gros problème là-dessus avec leurs créatures fantaisistes et leurs animaux qui parlent. Le seul remake Disney à avoir bien adapté ses designs en live est Jean-Christophe et Winnie, qui a su garder les designs simples des personnages originaux, en particulier Porcinet. Mais même ce film est limité par un design trop réaliste, comme Winnie qui est pas assez expressif. À force de détailler son apparence, on n'arrive plus à voir un truc qui rend Winnie très attachant. Son sourire. Tu peux mettre la meilleure image de synthèse au monde, mais si tu travailles pas plus les expressions faciales du personnage, eh ben, j'aurais pas plus d'émotion envers ce Winnie qu'envers ce Winnie. It feels wrong because other people shouldn't touch your private parts. Et ça, c'était pour l'un des moins pires remakes Disney. Peter et Elliot le dragon est moins bien travaillé, mais il a eu l'intelligence de se concentrer sur l'aspect animal du dragon, et le ton réaliste du film justifie son aspect. Je comprends totalement ceux qui préfèrent le design expressif et cartoon du dragon dans l'original, mais bon, là, ça colle. Le livre de la jungle... non, ça ne colle pas, parce que l'aspect réaliste des animaux enlève toute l'expressivité et personnalité des personnages qui n'est déjà pas aidé par l'écriture, et ne colle pas avec l'aspect fantaisiste et quelquefois comédie musicale. Encore une fois, le Mowgli d'Andy Serkis marche mieux, car malgré l'apparence réaliste des animaux, il assume l'imagerie fantaisiste, jusqu'à piquer la narration par Cate Blanchett du Seigneur des Anneaux, et rend les personnages expressifs, malgré leur design. Je veux dire, on les voit sourire. C'est peut-être pas réaliste, mais... Tu fais un film sur des animaux qui parlent! Au bout d'un moment, fuck le réalisme! Et justement, Shere Khan est 1000 fois mieux dans ce film que dans le remake de Disney. Justement pour ça. Et la voix super cool de Benedict Cumberbatch aussi. Parce que Mowgli met l'accent sur un art que Andy Serkis a perfectionné, la performance capture. Avec ça, il capte le jeu de l'acteur, sa façon de bouger, d'exprimer des émotions sur son visage, sa façon d'interagir avec d'autres acteurs que l'équipe d'effets spéciaux arrive à reprendre pour donner vie à ses personnages. Là où le remake Disney fait enregistrer les dialogues en studio d'enregistrement. Comme un dessin animé, quoi. Pourquoi on fait ce film en live déjà ? Mais aussi, du coup, les animateurs qui modélisent les personnages animaux n'ont pas de base pour reproduire le jeu des acteurs. Mais ce n'est pas comme si Disney ne savait pas donner des expressions à des animaux en synthèse, on les retrouve même dans leur long métrage d'animation 3D. Le problème, c'est qu'ils veulent faire trop live. Ils ont tellement mis l'accent sur le photoréalisme des personnages que, on leur donne pas d'expression faciale ou quoi. Ce n'est pas réaliste, un tigre avec un sourire sadique d'humain. C'est con, ce bloc tout seul. Je veux dire, si vous voulez faire du réalisme avant tout, assumez le fait que les animaux parlent pas, comme dans le bien meilleur premier remake du Livre de la Jungle. Mais si vous voulez qu'ils parlent, faites en sorte qu'ils soient beaucoup plus expressifs, parce que sinon c'est juste un tas de pixels qui parlent. Mais le problème ne se retrouve pas que chez les animaux, non, on le retrouve aussi dans La Belle et la Bête. Dans le dessin animé, on mettait l'accent sur les yeux et la bouche de la Bête, de Lumière, de Big Ben, de Miss Samovar, ce qui rend leurs émotions claires et leurs personnages attachants. Surtout la Bête, où tu ressens ses regrets tout le long du film, et qui fait comprendre que non, ce n'est pas une histoire de syndrome de Stockholm. La Bête est une bonne personne. Mais dans le remake, à force de mettre des détails sur les personnages comme des poils, des motifs ornementaux inutiles ou des éléments mécaniques d'horlogerie, et surtout de réduire la taille des yeux et des bouches, on ne distingue plus leurs émotions. Le visage de Lumière se fond dans un tas de pixels dorés. Big Ben, à moins de le voir en 4K zoomé 3 fois et d'être collé à l'écran, tu ne captes pas qu'il a des yeux. Et Miss Samovar est juste effrayante. Ça démontre encore une fois qu'ils reprennent tout de l'original qu'en surface. Les personnages, les chansons, tout ça, ils y sont, mais ils oublient la meilleure partie du film. La palette variée d'émotions de la Bête.
C'est de là que viennent les moments les plus drôles, les plus touchants, les plus tristes, et que repose le concept même du film. Ils l'ont enlevé, et du coup, oh surprise, le film est à chier. Tiens, c'est bizarre, pourquoi ma voiture marche pas, j'ai juste enlevé le moteur après tout. Bon, je précise, tout comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, le problème, ce n'est pas l'image de synthèse. C'est la direction artistique plus que l'image de synthèse qui pose problème. Non, parce que Belle a un peu le même problème. Mais elle, le souci n'est pas l'image de synthèse, justement. Aussi, autre truc, la mise en scène. La mise en scène du dessin animé illustrait à merveille les émotions de la bête. Mais le remake fuit presque toute tentative d'illustrer les émotions. Genre la scène où il fait fuir Belle. Dans le dessin animé, on avait ce plan où on voyait clairement la bête regretter son geste. Le remake, lui, met la caméra le plus loin possible pour être sûr qu'on ne voit aucune émotion. Mais bon, le réalisateur avant ça, il avait fait 2 films Twilight, donc il doit pas savoir comment mettre des émotions dans une histoire d'amour. Et ce problème ne promet pas de se corriger, voire de s'aggraver dans les prochains films. Entre Dumbo qui, certes, rend l'éléphant très expressif et mignon, mais le film se concentre malheureusement sur des enfants blancs tout beaux tout propres que Tim Burton n'arrive pas à rendre intéressants. On se souvient encore de l'inexpressif et monotone Alice. Le Roi Lion, encore pire avec son aspect photoréaliste Osef, et le fait qu'ils utilisent toujours pas la performance capture alors que Disney sait l'utiliser. Même Aladdin... Mais finalement, le plus gros problème de ces films, c'est générationnel. Croire en rien. La fausse intellectualité. C'est pas un problème avec les remakes Disney, c'est même pas un problème avec Hollywood ou le cinéma lui-même, non non. Le problème c'est qu'on est à une époque où c'est cool de croire en rien. Je ne parle pas dans le sens religieux, hein, je me considère comme agnostique, donc... Je parle du fait de croire en la force évocatrice d'un film, et de faire du cynisme une preuve de supériorité. Les films de super-héros sont un autre exemple de ce problème. Que ce soit Marvel ou DC, on a une fâcheuse tendance à détruire l'iconisation et la magie des super-héros. Que ce soit pour une analyse intellectuelle plus ou moins pertinente, ou pour caresser dans le sens du poil les spectateurs qui se croient plus malins qu'un dessin animé pour enfants. Non mais t'inquiète, nous aussi on trouve ça con les super-héros, hein. Et les quelques films du genre à assumer et même profiter du fait qu'ils sont des films de super-héros, soit ne marchent pas super bien, écrasés par un film qui se moque de son propre concept, ou critiqués par des mecs cyniques qui préfèrent se plaindre de clichés ou de propagande féministe que de voir ce que dit vraiment le film. Note à moi-même, faire un essai sur les Indestructibles 2. Sauf qu'à force de rassurer le spectateur sur le fait que, oui, on te raconte de la merde, mais comme on est honnête que c'est de la merde, tu nous aimes bien, on ne raconte plus rien. À force de donner de la fausse complexité à l'histoire du livre de la jungle, Mowgli n'a plus d'arc ou d'évolution, et les personnages en deviennent fades. À force de rendre le pays des merveilles logique et de lui donner de la politique guerrière, on en oublie la satire, l'imaginaire et les personnages en deviennent fades. À force de vouloir satisfaire le cynisme du spectateur, on en oublie de rendre la relation de la Belle et la Bête romantique. Je veux dire... Regardez la scène où la Bête offre sa bibliothèque à Belle. Dans le dessin animé, c'était un acte de générosité sincère. La Bête voulait faire plaisir à Belle, même pas pour la récompenser d'avoir soigné sa blessure, mais parce qu'il voulait faire quelque chose pour elle. Dans le remake, la Bête fait le connard, parce que pour les spectateurs que ce film vise, être un connard c'est cool et drôle. Donc la Bête voit que Belle aime Roméo et Juliette et se moque de ses goûts littéraires. Parce que ce film, qui se veut progressif, non seulement résume le gay à des personnes qui font une erreur, et montre que dans une relation abusive, la victime est autant au tort que l'agresseur, mais il nous sort aussi le cliché de la femme qui aime Roméo et Juliette. Je sais pas, bizarrement, quand je regarde le dessin animé, j'imaginais plus Belle être fan de trucs un peu plus épiques et aventuresques, genre les 3 mousquetaires ou les légendes arthuriennes, je sais pas pourquoi. J'aime les romans de capes et d'épées, plein de magie et de princes ensorcelés. Donc... pourquoi Emma Watson, qui est quand même représentante du féminisme à l'ONU, n'a pas tué tous ceux qui bossaient sur ce film de merde après avoir lu ce script qui a enlevé tout ce qui faisait de Belle un personnage féministe? Non, parce qu'entre ça et son invention de la machine à laver, c'est limite si elle finit pas avec Gaston à la fin. Hein. Et du coup, il montre sa bibliothèque, pas parce qu'il voulait faire plaisir à Belle, mais parce qu'il voulait imposer sa supériorité intellectuelle et rabaisser les goûts de Belle. La Bête est un hipster dans ce putain de film. Je crois que Roméo et Juliette est ma pièce préférée. Voilà qui n'est pas une surprise. Ouais, étrangement, je n'avale pas la romance dans cette version. Et pareil combien que le Roi Lion va bien préciser que non, Mufasa n'est pas le seul mâle de la tribu, et que donc Simba et Nala ne sont pas cousins, et ce n'est pas du tout de l'inceste leur histoire. Même Aladdin, dès la BA, tu vois que ces cons expliquent textuellement la morale que le dessin animé arrivait à faire comprendre par la simple histoire. Tu as l'air d'un prince, en apparence, mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur. Or, je m'excuse, mais quand tu vas voir un film pour enfants, tu assumes que c'est pour enfants! Tu assumes que ce n'est pas toujours logique, c'est un conte, un poème. Ça demande une part d'allégorie, d'interprétation, un truc qu'on n'est pas obligé de tout expliquer texto. On n'est pas dans Sauvegarde, bordel de merde! Tu assumes que c'est de la bonne morale et de la naïveté.
Bref, tu assumes que c'est un film Disney. La compagnie qui a inspiré des générations à croire se retrouve à soutenir le fait de croire en rien. Peu m'importe ce en quoi tu crois, mais crois-y mal, tu m'entends? Et bien que ce soit en grande partie à cause de ces gens cyniques qui imposent leur cynisme, ben c'est aussi la faute à Disney. Disney a une sorte de cycle. Ça avait commencé par l'ère Walt Disney, puis après sa mort l'entreprise a dû se démerder et a eu recours à des solutions maladroites, voire pathétiques pour avoir l'air cool. Mais pourquoi m'en faire? Dis-moi, la rue se connaît. Voilà pourquoi il faut arrêter d'essayer d'être cool à tout prix. Parce que ça ne fait qu'accélérer le processus de ringardise. Puis dans les années 90, ils se sont relevés et ont fait des chefs-d'œuvre qui a relancé la boîte dans ce qu'on appelle la renaissance de Disney. Mais ça aussi, ça a fini par s'essouffler. Et Disney a dû recourir à des solutions désespérées pour faire plaisir à leurs spectateurs. High School Musical, L'Apprenti Sorcier, même des bons films comme Pirates des Caraïbes 3 et La Planète au Trésor souffrent un peu de cette envie de vouloir être cool et tendancieux. Puis arriva la seconde renaissance avec Réponse, La Reine des Neiges, Les Mondes de Ralph ou même le rachat de Marvel et Star Wars. Mais ils commencent déjà à entrer dans leur troisième période sombre. Et ces remakes en sont la preuve. Ça est leur plantage annuel. Sérieux, à chaque année vous avez un bide. Faites un effort! Voilà le truc Disney. Arrête de te conformer à l'adolescence de tes spectateurs. Accepte que tes spectateurs changent et fais ce que tu sais faire le mieux. Arrête de vouloir à tout prix apporter aux spectateurs ce qu'ils veulent. Apporte-leur ce dont ils ont besoin. Qu'on parle à leurs enfants et à la part d'enfants qu'ils ont en eux. La raison pour laquelle tous les films que tu refais sont aussi bons, c'est parce qu'ils ont apporté des valeurs et des morales nécessaires pour l'enfance. Voir au-delà des apparences, croire en tes capacités, ne pas te conformer à l'absurdité du monde, assumer tes responsabilités, mettre le bonheur de celle que tu aimes avant l'envie de te la faire. Accepter que les choses changent, ne pas s'enfermer dans un cocon de plaisir égoïste. Des valeurs qui résonnent non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes qui retrouvent une part de candeur et de naïveté enfantine qu'ils croyaient perdue. Là, avec ces remakes, tu dis que tout ça c'est de la merde, juste pour satisfaire des adolescents, dont certains qui restent ados même après 30 ans et qui confondent cynisme et intelligence. Il n'y a rien de plus immature que des gens qui veulent prouver leur maturité en se montrant plus intelligents qu'un conte pour enfants. Ces gens-là, j'espère, finiront par mûrir pour de vrai et se rendront compte que les films qui soutenaient leur insécurité étaient que des bouses mercantiles qui profitaient de leur tendance et d'une faiblesse. Et que les histoires qui se forçaient à détester pour avoir l'air cool ont une pureté et une exécution exemplaires et un rapport à l'enfance bien plus précieux. Vous voulez une preuve ultime que ça sert à rien de se croire cool et rebelle, de dire que les contes de fées c'est débile? Un mot. Shrek. Shrek is love. Shrek is life. Ces remakes finiront comme Shrek, comme un truc ringard du début du siècle, bon à être décliné en même internet au perché. Là où on se souviendra encore des films originaux, car ils ont su être universels avant d'être tendance. Ces films n'avaient pas besoin de se prétendre réalistes, progressifs ou intellectuels pour être d'excellents films. La simplicité rapporte bien plus que la complexité superflue. S'il y a bien quelqu'un qui se devait de le comprendre, c'est bel et bien Disney. Mais non, ils ont fini par prouver ce qu'ils ont cherché à cacher depuis des années, qu'ils ne sont qu'une entreprise. On ne peut que souhaiter le retour d'une période où Disney redeviendra enfin mature. La période où il assume de faire des trucs enfantins. Bon, t'es sympa, je peux la faire revenir, mais faut que tu sois honnête avec toi-même. Ça durera que 4-5 ans, ton truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner ou même soutenir l'élaboration et l'amélioration de l'émission en déposant un don, soit sur Tipeee, soit sur Utip, où vous n'avez qu'à avoir une pub pour soutenir. Et je vous donne rendez-vous à Polymanga du 19 au 22 avril à Montreux en Suisse, où j'y serai avec l'Arbitre Moderne et le groupe Sty Sky. Venez nombreux, venez cosplayer et à bientôt sur Fermez-la.